Bonjour et merci d'être là. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes arrivé donc dimanche de ce séjour. Vous étiez parti combien de temps Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. On va rappeler un peu la situation sur place parce que bien sûr il y a l'intervention des forces armées françaises à Bangui, mais peut-être tout le monde ne saisit pas l'ampleur de la situation. Quelle est-elle ? L'ampleur de la situation, elle s'est déclenchée à partir de début décembre, le 5 décembre, parce que il y a des rapports violents entre ce qu'on appelle les anti-Balaka et les Séléka. Les Séléka, la partie plutôt pro-gouvernementale, et les anti-Balaka, appelés avec erreur peut-être milices chrétiennes, c'est plutôt des milices paysannes qui progressivement fédèrent tous les mécontentements. Et à partir de cette tension première, s'est déployée dans Bangui une dispersion de la population dans des lieux de refuge. Et notre communauté, le monastère dans le quartier de Bouyarave, accueille 40 000 déplacés. 40 000, c'est énorme. 40 000 dans un monastère qui est clôturé sur 20 hectares, avec comme 5 trous dans les murs, donc les gens arrivent un peu par la bande. Et donc il a fallu pour nous tous organiser un accueil prompt d'une population qui rassemble 15 000 enfants, voilà, plus de 12 000 familles, etc. Voilà. Qui est affamé, j'imagine, démuni. Dans les premiers jours, oui, affamé réellement, donc il a fallu réellement improviser. Et puis, heureusement, la réaction humanitaire, principalement occidentale, a bien joué son jeu. Et les organismes de l'ONU nous ont fourni, une semaine après, quand même 60 tonnes de riz. Des tentes pratiquement pour tout le monde, à travers l'UNICEF, le HCR, USAID, et donc un début d'organisation de ce chaos local, avec toute la bonne volonté, a permis d'organiser un camp qui s'avère plutôt comme un grand marché. Un grand marché, des petites échoppes avec des petits produits à 2 sous qu'on vend. Il y a beaucoup de gaieté dans ce lieu. Donc on peut dire que c'est un havre de paix au milieu d'un chaos au sein de Bangui, c'est ça ? Tout à fait. Il y a les gens qui viennent chez nous comparent la situation à l'aéroport qui est davantage improvisé, un lieu où il y a plus de 100 000 réfugiés. Et alors que chez nous, on a divisé le monastère en 50 petits arrondissements. On a fait élire par chaque petit quartier, les gens ont élu leurs représentants d'arrondissement. Et c'est ces petits représentants qui travaillent avec nous pour l'organisation, la propreté et la distribution des vivres qui nous sont donnés. Pour être très complet, il faut dire que le quartier de l'aéroport a été lui aussi ravitaillé il y a 48 heures et qu'il permet lui aussi d'accueillir donc ces réfugiés. Tout à fait. Alors la question, c'est quand même une question d'urgence. Heureusement que les humanitaires sont là. Heureusement que principalement le PAM est là, qui est le Programme alimentaire mondial, qui fournit, je dirais, le gros du riz. Mais tous les organismes connus sont là, donc Caritas International, qui fournit. Nous, dans notre monastère, on a une présence très efficace de MSF, principalement en Belgique. Dans notre monastère, on avait déjà un dispensaire, mais on l'a transformé on pourrait dire en petit hôpital d'urgence avec 400 demandes par jour. La veille de mon départ, ils ont vacciné 15 000 enfants contre la rougeole. Il y avait des débuts d'épidémie de rougeole. Et puis d'autres organismes comme Save the Children qui récupèrent les enfants abandonnés en temps de guerre, l'UNICEF et bien d'autres organismes. Alors, ça s'apparente à une guerre civile, on peut dire ça comme ça Alors, ça s'avance, on peut voir d'un point de vue chronologique, en mars, Dotodje, qui est l'actuel président, qui vient de partir à Djamena, prend le pouvoir par la force. La FOMAC, c'est la force armée des pays de l'OUA, donc d'Afrique centrale, protégée Bangui, mais laisse passer, et c'est là où il y a un soupçon sur les Tchadiens, avec la collusion des soldats tchadiens, ces forces armées dites rebelles qui prennent le pouvoir, qui renforcent le président Bozizé, qui était au pouvoir depuis une dizaine d'années, et progressivement, ils assoient leur pouvoir par
la force et par la violence et par la terreur, avec une certaine, et c'est ça qui laisse penser à une confrontation plus qu'intercommunautaire, parfois une volonté d'imposer un pouvoir de type religieux. Et ce qui est nouveau en Afrique, en Centrafrique, c'est que l'islamisme est un islamisme modéré, oui. Et là c'est un islamisme intégriste qui vient du nord, du Tchad, qui vient du nord avec des mercenaires qui viennent des Jandawi, qui viennent certainement du Darfour, qu'on fait le nettoyage ethnique au Darfour, des mercenaires qui viennent aussi du reste de la guerre entre Sud-Soudan et Nord-Soudan. Et donc il y a toute un agglomérat de guerriers, de guérillos, qui sont pas sans lien avec l'ethnie Agawa, qui est l'ethnie du nord du Tchad, de laquelle vient le président Idriss Déby, qui a pris le pouvoir dans le sud, à N'Djamena, et a réussi à imposer un pouvoir très dominateur contre tous les chrétiens. Et certains veulent rejouer la carte, le nord contre le sud, certains musulmans intégristes contre le sud chrétien, et imposer un nouveau pouvoir. Alors là, les gens disent on veut pas de cet islam-là. On veut bien vivre en paix en islam. Et ce qui est très beau, c'est le dialogue très constructif qu'il y a entre l'imam de Bangui et l'archevêque Dieudonné, qui dit non, on peut tout à fait vivre paisiblement entre musulmans et chrétiens. Le problème, c'est un problème importé, c'est pas un problème local. Voilà, donc on a bien compris la complexité de cette situation. On va continuer à l'évoquer avec vous, frère Tanguy Marie Pouliken, puisque vous êtes l'invité de la rédaction de Présence ce matin, à la suite de votre séjour d'une dizaine de jours donc à Bangui. Vous écoutez Présence, il est 7h22. Toute l'info de votre région, Jean-Pierre Allot. Oui, notre grand témoin ce matin, c'est le frère Tanguy Marie Pouliken qui était, il y a encore 4 jours à Bangui. Il nous expose un peu sa vision des choses dans ce conflit dont on a, vu de France, une impression un peu schématique qui consisterait à penser qu'on est en présence d'une guerre civile où d'un côté il y a les musulmans et d'autre côté les chrétiens. C'est beaucoup plus nuancé que ça, hein. Oui, c'est beaucoup plus nuancé. L'importance, à mon avis, à retenir, c'est le refus d'une position extrême. Les Centrafricains ont l'habitude d'être conduits par un chef, donc ils veulent parfois bien accueillir un petit dictateur. On connaît, il y a eu Bokassa, après on est passé au multipartisme avec élection libre avec Patassé. Après, Patassé a été renversé par la force par Bozizé, qui après confirmé son pouvoir par les élections 2 fois. Pendant 10 ans, il a été au pouvoir. En 2013, il s'est fait renverser par la force par Dotoja. Et ce qui est nouveau, c'est qu'au bout de quelques mois, alors là, tout le monde en a marre. Ouais. Alors, et c'est cet excès qui est à mon avis intéressant à retenir. C'est le refus d'un islamisme intégriste alors voilà, c'est ça que rejette, on pourrait dire, principalement toute la population, pas les chrétiens, mais tout le monde, parce que le mouvement de contre-révolution est venu par les milices, on pourrait dire paysannes, dites plutôt animistes, etc. Voilà. Mais on a l'impression que ce nouveau gouvernement, il n'y a pas de véritable pilote dans l'avion aussi. Alors il y a un pilote qui dirige pas l'avion, voilà, donc c'est toujours inquiétant, il tient pas les troupes, comme il l'a dit lui-même un peu par la bande, c'est qu'il a été mis au pouvoir 2 jours avant d'arriver à Bangui. C'est ses chefs de troupes qui lui ont dit c'est toi qui vas t'occuper du pouvoir et tu nous laisses faire le travail. Le problème, c'est que les chefs de milices sont des milices importées qui viennent, et c'est là où ça confirme peut-être un peu le soupçon de la collusion avec une certaine partie du Tchad, qui viennent de cette partie du nord, et c'est pour ça que d'emblée, les Centrafricains ont été un petit peu durs avec les Tchadiens, et principalement les Tchadiens de la FOMAC, donc de l'armée d'interposition de l'OUA, et leur ont demandé de partir. Les Français ont demandé aux Tchadiens de partir. Donc il y a 10 000 Tchadiens qui sont partis, des civils accompagnés par des militaires. Ils sont partis dans leur pays, ce qui a permis de faire baisser la tension. Mais dans un deuxième temps, les exactions continuent parce qu'il y a un rapport de force qui a évolué. Et c'est dans ce cadre-là que la question humanitaire se pose crûment, parce que plus de la moitié de la population de Bangui
est déplacé. Et dans notre monastère des Béatitudes, il a fallu réagir crûment, parce que des gens avaient des choses, sont venus avec des choses, et pendant la journée, les gens sortent du monastère pour aller dans leur maison, revenir avec des affaires. C'est pas des gens qui sont complètement toute la journée apeurés sous leur tente, etc. Non, il y a de la vie. Moi, je dirais, c'est une cité de la joie, notre monastère. Oui. Les enfants sont d'une joie tout à fait déconcertante. Alors, moi, je faisais 3 fois par jour le tour du camp, le matin, l'après-midi et le soir, la nuit, très impressionnant, la nuit. Et donc, pour avoir un contact direct avec les enfants et les familles, je prenais des photos et je leur montrais les photos. Et à un moment, les enfants sont venus vers moi, une centaine d'enfants, et on criait « On veut la paix, on veut la paix ». Et me promenant dans le camp, ils m'ont suivi en disant « On veut la paix, on veut la paix ». Pendant une heure, il y avait une fraîcheur à la fois évangélique et spontanée. Oui. Oui. Alors, néanmoins, la présence française, vous l'avez ressenti, nos militaires, est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux? On a dit que finalement, ils n'étaient pas assez pour être efficaces. Alors, les militaires français sont arrivés d'emblée en bloc. Ils ont attendu ce qui se passe actuellement de renforcer leur présence de 2000 hommes par 4 à 5 000 hommes de la MISCA, donc de la mission de soutien de la Centrafrique, des pays surtout de l'Afrique centrale. Un renfort jusqu'à 5 000 hommes. Pour l'instant, les Rwandais sont arrivés, les Marocains sont arrivés. Et ce qui est beau, parce que j'ai dormi le dernier jour au camp militaire et fait tout le tour du camp militaire, c'est de voir que cette MISCA, les Africains dorment avec les Français. Oui. Dans le même camp, sans qu'il y ait de barrière entre les deux camps. Donc on peut passer d'un camp à l'autre. Donc il y a vraiment une force sous gouvernement, sous direction française, qui n'est pas directement casque bleu, mais qui est mandatée par l'ONU, qui intervient et qui a une stratégie, on pourrait dire lente, d'abord d'interposition, alors qu'elle a un mandat d'intervention, et dans un deuxième temps, elle va progressivement, c'est la volonté notamment de l'évêque et de l'imam, elle veut, le rapport de force étant établi, la prise de conscience que personne ne peut gagner par la force, on va calmer le jeu par le désarmement et par un deuxième volet plus politique. Comment vous voyez donc l'issue de ce conflit? L'issue de ce conflit, on voit dans le camp, si on écoute les gens, moi je suis pas peut-être assez expert pour être prophète dans le pays de Centrafrique, mais les gens attendent d'abord un acte politique fort, ce qui serait la démission de l'actuel président, ce qui peut se passer dans les jours qui viennent par la rencontre de Djamena, donc des rencontres des chefs d'État. Oui, ce sommet dont on attend beaucoup finalement. Hein. Oui, et à partir de là, de créer un gouvernement civil de transition qui soit peut-être nommé par l'ONU et avec des figures nouvelles. Le problème actuel de la classe politique, c'est qu'elle est complètement discréditée puisque l'opposition à Bozizé a soutenu l'arrivée des Séléka avec les résultats qu'on connaît. Donc il faut faire émerger de la société civile des figures nouvelles, et les gens sont prêts à mettre leur confiance dans des figures nouvelles. Et à ce moment-là, les déplacés qu'il y a dans les deux grands lieux déplacés, c'est l'aéroport et notre monastère, pourront permettre aux gens de reprendre confiance et repartir dans leur quartier. À ce moment-là, il faudra quand même régler les mercenaires, c'est les cas qui ont embrigadé une partie de la jeunesse des musulmans, donc il faudra quand même accompagner le désarmement. Et avec les mercenaires, on sait que c'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile parce que ils attendent leur dû, et comme ils sont plus payés, ils vont se payer en nature. Voilà. Qu'en est-il vraiment de ce pays? Il n'est pas plus grand que la France, faut-il le rappeler? Alors la Centrafrique fait plus de 600 000 km², donc un tout petit peu plus que la France, pour 4,5 millions. Donc c'est un pays vide par rapport donc à peu près 10 à 15 fois moins dense en population que la France. C'est un pays qui a des grandes richesses en matières premières. Les premiers puits de pétrole allaient être forés cette année. Et donc on voit bien qu'il y a un intérêt régional pour de l'argent rapide. Et l'on sait que là où il y a du pétrole, il y a des tensions militaires. Il y a aussi de l'uranium, des diamants, de l'or.
et peut-être que la France n'est pas si désintéressée que ça dans l'exploitation de ce pays. Ça, c'est un regard intéressant. La France s'intéresse à la Centrafrique, bien sûr, sur un terrain humanitaire, et l'envoi des troupes militaires y est pour quelque chose, mais vous avez raison de souligner, il y a aussi l'enjeu économique, et le sous-sol regorge de véritables trésors. Oui, des trésors. À Fioretti, dans l'avion dans lequel j'arrivais, où on était 5, un avion de 250 places, à Bangui, il y avait des gens de Total. Qu'est-ce qu'ils font les gens de Total en pleine guerre avec des agents de sécurité? On se demande si c'est peut-être pas seulement pour la distribution du carburant. C'est peut-être pour des projets à long terme. Voilà. Donc il y a un rapport de force, comme il y a eu en son temps au Tchad un rapport de force important avec Total par rapport comme personne morale interposée. Voilà, il y a des intérêts, il faut pas se cacher. Les Français sont là depuis plus d'une soixantaine, même beaucoup plus, depuis 100 ans, depuis 1910. Et donc il y a une présence française affirmée. Les Français peuvent orienter la politique s'ils le veulent. Militairement, ils ont tous les pouvoirs, et ça serait dommage que les déplacés payent les pots cassés. C'est la première fois que la crise a autant de conséquences sur les réfugiés aussi longtemps. Vous voyez, le 5 décembre, c'est ce qui a été le facteur déclencheur, mais il y a eu d'autres crises. En mars, il y a eu des crises. Bon, c'est quelques jours. Là, ça dure. Ça fait plus d'un mois. Et s'il n'y a pas un changement politique, ça va durer, ça va pourrir. Donc la solution, elle vient de ce sommet qui peut changer la donne sensiblement ? Oui, alors après, le pire, c'est quand même le vide du pouvoir. Oui. Donc il faut faire un tuilage de pouvoir avec des nouvelles nominations, avec une certaine légitimité internationale, peut-être régionale aussi, mais aussi internationale. Et ce qui permettra à la confiance de revenir, c'est la culture de la confiance qui permettra aux déplacés de partir. Vous voyez, les déplacés sont très très tendus. Au monastère, le 1er janvier à 1h du matin, je me réveille avec un bruit fou dans le monastère. Et les gens s'agitaient, vont dans tous les sens. Ils avaient peur, donc 40 000 personnes un petit peu en émoi, prêts à partir, parce que, pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui se promenait toute nue avec une machette dans le monastère, et ils avaient peur que c'était l'avant-garde d'autres personnes qui allaient régler leur compte aux gens présents. Donc le climat est très tendu, et les gens sont finalement, fragilisés, vivent dans l'instant présent au gré des rumeurs. Et par contre, s'il y a un climat de confiance, ils repartiront dans leur quartier. Voilà, c'est la note d'optimisme que vous nous apportez. Oui, et puis on voit une belle population. On voit une belle jeunesse. Moi, j'ai célébré la messe du jour de l'an, le 31 au soir, avec 2000 personnes. Une joie que je n'ai jamais vue en France, dans une église en France. Donc on est au camp d'un réfugié dans des grandes détresses. C'est pas le moindre des paradoxes. Oui, et on voit des gens heureux de célébrer le Christ ensemble, et d'espérer que cette nouvelle année sera une année de joie. Ils le vivaient déjà, ils le manifestaient par des très belles danses populaires juste après la messe. On voit des visages heureux, et je crois que c'est plein d'enseignements pour notre société surconsommante aujourd'hui, et parfois un petit peu dépressive. Merci infiniment pour votre témoignage, frère Tanguy Marie Pouliken, qui rentrait de Bangui. Et vous voulez rajouter un petit mot ? Oui, si des gens veulent vraiment aider, veulent apporter leur soutien humanitaire, ils peuvent envoyer leurs dons à Alliance Internationale, qui est l'ONG de la Communauté des Béatitudes. Soit vous allez sur le site, vous cherchez Alliance Internationale, ou vous envoyez ça à la Communauté des Béatitudes, 60 avenue du Général Compense à Toulouse. Merci de cette précision. Bonne journée. Vous écoutez Présence, il est 7h45. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région.